On est en vacances ou bien? Tu me dis, Jeff, parce que là, Quand tu veux, on est en direct. Hein. C'est parti. Bonsoir à tous, chers amis de e-Teachers, et bienvenue pour cette dernière émission de la saison. Bonsoir, Jeff. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est la dernière de la saison. C'est pour ça, c'est les vacances. Donc je me prépare. Donc, oui, t'as sorti les lunettes, t'as sorti le grand jeu. Hein. Bah, bien sûr, tout à fait. Bon, je vais les enlever. Ouais, parce que tu vas rien voir en bout d'un moment. Ouais, Donc, c'est la dernière. Donc on a fait une mission un petit peu spéciale, hein, comme on va expliquer. On a essayé d'inviter, donc on a lancé quelques invitations sur quelques personnes qui étaient venues dans les émissions. bienvenue pour cette dernière émission. Et donc il y en a deux qui ont répondu à l'appel, c'est Sébastien et Xavier, et où on va essayer de faire une émission un peu plus sympa pour préparer les vacances. Hein. On va parler de petits produits culturels qui vont pouvoir agrémenter nos vacances. Avant d'attaquer, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette année rapide sur l'ensemble des émissions? Moi, je trouve que ça, a priori, ça a plutôt bien fonctionné. Les gens ont suivi et de l'autre côté, on est plutôt content. Ouais, on avait pas mal de retours, pas mal de, comme je disais, de téléchargements. Si on prend les épisodes, c'est beaucoup en audio que ça a beaucoup fonctionné. Celui qui a été le plus finalement, qui nous a plus vu, ça a été l'épisode qu'on avait fait avec François, tu sais, François Jour de Belgique, là, Mhm. qui a été vraiment l'épisode qui a fait décoller, qui nous a même fait décoller, puisqu'on a connu beaucoup plus de téléchargements après cet épisode-là. On le remercie encore en tout cas. Et sinon, logiquement, on peut annoncer qu'on fera une saison 2 l'année prochaine. Oui, les producteurs ont re-signé, c'est ça? C'est ça. Et on va avoir une petite augmentation aussi, hein. Bon, C'est en ça? tout cas, voilà, exactement. Un grand merci aux collègues qui sont là ce soir et puis à tous ceux qui ont participé aussi tout au long de l'année. Et j'espère qu'on continuera l'année prochaine sur la même envie et puis la même motivation et surtout le même plaisir qu'on a à se retrouver ensemble pour cette petite émission. Ouais, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires justement si des choses qui vous plaisent ou au moins s'il y a des améliorations à faire, etc. Hein, via nos comptes Twitter, via Facebook, via le City Teachers. Voilà. Bon, alors c'est vrai que cette année, on a beaucoup parlé d'enseignement et de nouvelles technologies liées à l'enseignement. Donc ce soir, pas du tout, Jeff. Annonce-nous le programme. Eh ben, on va essayer de parler, je te disais, de petits produits culturels, je sais pas, bouquins, films, musique, séries, etc. On va laisser la parole aux invités déjà, qui vont se présenter rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas, mais qui ont été invités. Xavier était le premier invité de notre émission. Tu nous fais petite intro, Xav, tu te présentes? Oui, bonsoir. Donc c'est vrai, je reviens avec plaisir ce soir. Moi, je travaille dans un centre de formation à distance où je conçois des supports de formation dits riches médias, en vidéo notamment. Et puis à côté de ça, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication et je suis en train d'achever une thèse qui a pour objet l'horizontalité dans les relations entre pairs en formation distante. Voilà. Ok. Bah, j'espère que tu nous en parleras l'année prochaine pour nous dire où tu en es. Et puis on reçoit Sébastien aussi en direct de New York, lui. Oui, moi je suis enseignant de français langue étrangère à New York pour des adultes. Et puis c'est à peu près tout. À côté de ça, je fais aussi un podcast plus dédié à l'enseignement du français langue étrangère avec des invités aussi de temps en temps. Voilà. C'est un podcast Ouais. qu'on vous recommande fortement puisque fort intéressant vraiment et même si vous n'êtes pas spécialement enseignant de français langue étrangère, allez l'écouter vraiment. On l'attaque? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben allez, c'est parti. Hein. Allez, qui s'y colle? Il n'y a pas vraiment de programmation ce soir, hein, je vous le dis, C'est un peu freestyle, ouais. c'est freestyle, c'est la dernière, c'est prêt pour les vacances. Hein,
Dans 2 jours, c'est les vacances, pour nous en tout cas. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il faut emmener cet été sur les plages pour se faire plaisir, alors, pour sur les lire? plages ou autre, un bon bouquin, qui c'est qu'un bon bouquin? Qui veut commencer? Alors moi Ouais, j'ai un moi je veux bouquin. bien. Ah, bah voilà. Ah, Vas-y, non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en vas-y, prie. c'est lancé. Honneur à New York. Vas-y. Ah non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. J'écoute. Moi c'était l'ouvrage de Yochai Benkler. Non pas qu'il soit tout neuf parce que il est sorti il y a déjà quelques années. Simplement la version française Vas-y, vient. répète-moi l'ouvrage et le titre. Alors en français c'est La richesse des réseaux et le D'accord. sous-titre c'est Marché et liberté à l'heure du partage social. Donc l'auteur c'est Yochai Benkler. Benkler c'est un prof de droit entrepreneurial à Harvard. Il est également co-directeur du Center for Internet and Society de Berkman. Donc c'est une grande figure, comme on dit, un des pionniers de l'Internet, dans le sens où il a parlé le premier de richesse des réseaux. Euh, et donc la nouveauté, c'est que les presses universitaires de Lyon viennent de sortir la traduction française. Donc c'est un ouvrage collectif, hein, c'est un collectif donc de l'Université de Lyon qui publie la version française. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, à l'époque, c'était déjà une grande avancée en matière de common-based peer production en réseau à partir d'un espace commun de possession. Évidemment, il traite de la manière dont Wikipédia et les logiciels du libre se sont mis en place grâce à cette production de pair à pair. Et puis il parle aussi d'économie de l'information en réseau. Donc autant de sujets qui sont d'actualité et dont on parle couramment. Euh, Et pourquoi tu conseilles ce bouquin, alors? Tout simplement parce qu'il vient de sortir en français et que, D'accord. et que la version anglaise américaine était un ouvrage culte. Hein, voilà. D'accord. Donc, la richesse des réseaux. Mais D'accord. ça se lit bien ou c'est vraiment type essai un petit peu lourd Non, c'est un ouvrage, on peut presque dire un ouvrage de vulgarisation. C'est à mettre entre toutes les mains. Bon, de geek, hein, bien sûr. Hein, pas de- Ah, d'accord, c'est Voilà, vraiment non, d'accord. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il traite des fondements du travail participatif, de la mise en commun à travers les réseaux, etc. Donc D'accord, et c'est très c'est un ouvrage de pionnier. Hein, voilà. Comment? ouais, et donc c'est très pro libre quoi. Il va soutenir des Ah, complètement, initiatives comme LibreOffice, Audacity, toutes ces choses-là quoi. complètement. Ça vient un petit peu bouleverser les standards, tant sur les modèles économiques que sur les modèles de production, les modèles idéologiques. Voilà, on est en plein d'horizontalité. Hein, c'est pas un ouvrage que j'ai choisi par hasard. D'accord. Un bouquin de 2009, hein, je regardais. C'est ça, hein. Oui. Ok. Et c'est aussi quelqu'un qui va être objectif, parce que le problème qu'on a quand on parle de logiciels libres, c'est souvent on a des gens qui soutiennent complètement, et qui ne voient que par le libre, et d'autres qui sont complètement anti-libres. Et bon, il y a quand même des critiques à faire des deux côtés. Est-ce que lui, il va être un petit peu objectif en soulignant quelques problèmes qu'on peut avoir avec des logiciels libres, justement? Euh, je pense, parce que je n'ai pas encore lu, puisque c'est le bouquin que j'aurais emmené sur l'île déserte que je m'apprêtais D'accord. à découvrir. Euh, alors, connaissant quelques écrits de Benkler, évidemment, il fait l'apologie de l'économie du libre, du fait qu'effectivement, on a tous à gagner à créer pour et par nous-mêmes.
Maintenant, il est évident que vu qu'il y a aussi des retours d'expérience personnels et des cas d'école, je suppose que qui fait aussi état de productions qui ont été des couacs, qui n'ont pas marché, qui ont et voilà. Malheureusement, je peux pas en dire plus sur. D'accord, ouais, sur le contenu. Ok. Ok, très bien. Bon, on a perdu Guillaume entre-temps, hein. Je sais pas si vous avez vu. Honneur aux invités. Sébastien, tu peut-être ou un bouquin ou quelque chose plutôt pour à regarder ou à écouter, dis-moi. Ouais. Je vais peut-être continuer aussi sur un livre de David Van Reybrouck qui s'appelle Congo, une histoire. Alors, c'est vrai que ça fait pas très livre d'été. C'est un gros pavé de 700 pages qui va parler du Congo et qui va commencer l'histoire du Congo à 80, il y a 90 000 ans à peu près, je crois que c'est ça. Mais c'est super bien fait. Je le recommande vraiment parce que moi, c'est pas le genre de livre vers lequel je me tourne en général parce que on a l'habitude de voir grand 1, la géographie, grand 2, l'histoire, grand 3, la géopolitique, etc. Là, c'est quelqu'un qui est journaliste, mais il a aussi une formation en archéologie et en philosophie. Et la façon dont il écrit, c'est à la fois journalistique et en même temps un style un peu d'historien et beaucoup de romanesque. Il écrit très bien, il a une très belle plume. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va retracer l'histoire du Congo, mais il va toujours donner le point de vue des gens qui ont vécu cette histoire. Donc le Congo, hein, pour situer un peu, c'est un pays d'Afrique, plutôt d'Afrique centrale, un des plus grands pays d'Afrique hein, d'ailleurs, et qui a une histoire assez violente, assez absurde souvent aussi. Et lui, il essaye de voir quel a été le quotidien des gens et il analyse aussi la situation. C'est vraiment un amoureux de ce pays, donc c'est très plaisant à lire. Et pour vous donner un peu une idée, il va nous parler d'abord d'un vieux qui s'appelle Nkassi, qui lui annonce avoir 126 ans. Et donc lui il se dit mais 126 ans c'est pas possible, et il ne connaît pas sa date de naissance, etc. Et puis peu à peu, en retraçant l'histoire du Congo, en donnant les récits de ce gars-là, des rencontres qu'il a fait, il se rend compte que ce personnage a effectivement l'âge qu'il annonce. Et donc il nous raconte la vie de cette personne qui, durant ses 126 ans, aura vécu dans 5 États différents sans jamais déménager. Puisque le Congo, hein, ça a été le Zaïre, ça a été le petit jardin privé un peu du roi Léopold II, ça a été un État indépendant aussi, et puis maintenant je crois que c'est la République démocratique du Congo. Et donc il va nous raconter toute cette histoire-là avec le quotidien des gens, et puis toutes les anecdotes qui ont pu lui arriver pendant qu'il faisait cette enquête. Donc il y a par exemple des rencontres avec des enfants soldats, des rencontres avec des milices aussi qui se pensent protégées par la magie et qui lui proposent de se faire lui aussi protéger. Et puis si vraiment il n'y croit pas, il faut lui tirer une balle dessus et il verra bien qu'il est devenu invincible suite au rite de protection. Mais il n'y a jamais de moquerie, il y a parfois du désespoir, mais aussi un gros amour pour ce pays qui a l'air magnifique, moi qui m'a donné envie de le découvrir, même si pourtant la situation du Congo laisse vraiment à désirer. Donc un gros livre certes, un essai, c'est pas un roman qui va vous faire voyager, mais c'est quand même un livre très très bien écrit. Vous apprendrez des choses, vous sourirez, parfois vous serez aussi un peu désespéré. Il laisse pas indifférent en tous les cas. Donc Congo, une histoire de David Van Reybrouck. D'accord, très bien. Tu m'as donné envie, tu vois. Pourtant, c'est pas le genre de bouquin, comme tu disais, qui Parce que tu lis, qui se lirait facilement, ouais. Hein? C'est À pas la un bouquin de plage. geek. À la plage. Ouais. Et tu lis voici, Le seul bouquin. c'est ça. Hein? Tu rigoles ou quoi? Il lit que des iPads. Il existe en version numérique, sûrement, en plus. Il existe en version numérique, il est publié, je crois que c'est chez Actes Sud, je crois, il faudrait que je vérifie ça. D'accord. Mais ouais, il est disponible en version électronique sans problème.
Et moi non plus, hein. Franchement, je suis plus un lecteur de science-fiction que de Tout à fait, DC, moi mais aussi, hein. ce livre-là, c'était vraiment une belle découverte cette année. D'accord. Eh ben, très bien. Bon, mais de toute façon, je vois que Guillaume on l'a encore perdu, donc je vais m'y coller. Alors, je vais changer. Je vais pas parler. On va parler série. Moi, donc pour le soir, hein, pour les vacances, vous avez besoin de remplir vos tablettes pour regarder une petite série. C'est une série qui s'appelle Utopia, qui est une série britannique, hein, voilà, qui n'est pas une série américaine, qui est de 2013, cette série-là. C'est 6 épisodes, donc assez court. C'est une série que j'ai découvert un peu par hasard, en France n'existe pas. Je sais pas si n'a jamais été diffusée en France. Je sais pas si toi, chez toi aux États-Unis, ça a été diffusé. Alors si je fais le pitch rapide, c'est quatre personnes qui se connaissent pas, qui ont en possession un manuscrit un genre de BD qui s'appelle Utopia justement. Et ils essaient de découvrir en fait la deuxième partie qui existe, et soi-disant cette deuxième partie, elle va renfermer une vérité sur des grandes catastrophes du siècle dernier, etc. Et il y a toute une organisation derrière qui s'appelle le Network qui essaye de les qui les pourchasse. Voilà, ça commence comme ça. Donc on ne sait pas pourquoi au départ il les pourchasse. Il y a un personnage récurrent qui s'appelle Jessica Hyde qui est au milieu, qui revient sur les 6 épisodes. On ne sait pas trop non plus ce qu'elle vient de faire. Ça part un peu à la façon Tarantino, si vous aimez un peu ce style-là, hein, très décalé, très coloré, hein, une image très colorée. Euh, Pas mal de violence, un peu je disais beaucoup à Tarantino, et ça part sur une conspiration mondiale complètement barrée. Et enfin, c'est génial. Je suis resté sur le cul sur ces épisodes. Tu les enchaînes les uns après les autres. Et t'as qu'une chose après la 6e épisode, qui est la saison 2 arrive. Et ben la saison 2 arrive. La saison 2 en fait va arriver en juillet 2014. Donc j'attends ça avec impatience. Utopia. Alors je sais les droits ont été faits par Canal Plus Série en France et devraient être diffusés aussi dans pas longtemps. Pour ceux qui veulent pas récupérer sur des sources autres, mais il faut l'avoir en VO, hein, avec une musique. Est-ce que ça passe sur Netflix? Je sais pas. Peut-être parce que Netflix va arriver, je sais pas. C'est une série britannique, alors j'en ai aucune idée. Et la musique est super prenante et vachement importante dans ce film. Si vous aimez l'ambiance un peu à la Reservoir Dog, la Pulp Fiction, un peu voilà, filmé aussi avec beaucoup de couleurs et des couleurs un peu, vous savez, on fait un peu les filtres c'est ce qui est à la mode en ce moment sur les photos avec des filtres là. Et voilà, vraiment une série, je vous recommande. Donc Utopia, Bon, ça se regarde si. très facilement. Voilà. Il y a des acteurs connus dedans Ah, j'en parle pas parce que aucun. Franchement, si je te dis les noms, je vais te les dire. Moi, j'en connaissais aucun. Par exemple, Fiona O'Shaughnessy, c'est celle qui fait Jessica Hyde qu'on voit très souvent. Je connais pas. Non, franchement, il n'y a pas vraiment d'acteurs connus, hein. Non, non. De quelle durée sont les épisodes? C'est 1 heure, Alors, 1 heure et quart, c'est 1 heure, ouais. Les Anglais, c'est souvent 1 heure. Ouais, ça, c'est Les pour 1 séries heure, britanniques, c'est d'accord. souvent 1 heure par rapport aux séries américaines qui sont quoi, 45 minutes sur les séries américaines. Ouais, ça dépend les formats, mais oui, Ouais, effectivement, c'est ça reste souvent des formats d'1 heure, ouais, tout à fait. c'est souvent des formats d'une Super. heure, les films. Voilà. À Bon. voir. Vous connaissiez pas, non? Non. pas du tout. Bon, bah, je vais continuer alors. Allez, vas-y. On a fait bouquin, on a fait Maintenant que série. j'arrive à me connecter, voilà, bah, je vais continuer sur une série. C'est une série qui est assez vieille, enfin assez vieille, qui date de 2010. Je pense que certains d'entre vous ici la connaissent certainement, mais je souhaite en parler, parce que c'est un vrai coup de cœur. Cette série s'appelle Treme, qui vient en fait du nom d'un quartier assez connu de la Nouvelle-Orléans. Donc Trémé, mal prononcé, ou je sais pas trop, en tout cas à la française, qui est en fait un quartier au nord du fameux quartier français de la Nouvelle-Orléans, pour ceux qui voient de quoi je parle, et qui m'a beaucoup séduite parce qu'elle mêle la musique, bien évidemment, et puis la vie des habitants
de la Nouvelle-Orléans post-Katrina. Voilà, ceux qui me connaissent savent à quel point j'affectionne la musique et toute l'histoire qui s'y touche, et puis en particulier le jazz. J'ai eu la chance de passer un peu de temps à la Nouvelle-Orléans et je trouve que cette série arrive quand même à retransmettre plutôt bien le sentiment, à la fois le désespoir aussi, suite au désastre de Katrina. Ça me fait penser un petit peu par moments à ces films anglais, justement, à la Ken Loach, notamment. Alors, c'est pas de Ken Loach, mais je pense aux Virtuoses, où finalement le contexte social est vachement mis en avant, et en même temps la musique, les Virtuoses, si vous connaissez, c'est plutôt les fanfares du nord de l'Angleterre. Là, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait la musique est au premier plan puisqu'elle fait partie clairement de la vie des habitants de ce quartier, de Trémé, et puis de la Nouvelle-Orléans en général. Et bon, c'est le fil conducteur, mais ça dépeint surtout la vie des habitants, des minorités, de ces groupes ethniques, et de comment on s'en sort finalement dans un pays comme les États-Unis suite à une tragédie comme celle-ci. Donc il y a 4 saisons. Elles ne se valent pas toutes, mais en tout cas, vraiment, je trouve que l'ambiance qui est produite, et puis bon, l'écriture, bon, c'est pas, il y a eu mieux, mais on passe quand même un très très bon moment. C'est pas toujours facile, mais ça se laisse très très bien regarder. Et puis si vous aimez la musique, la bonne musique, il y a plein d'invités qui jouent leur propre rôle dans cette série, comme Elvis Costello, comme une Trombone Shorty, des gens qui sont assez importants pour la musique nord-américaine. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment, et voilà, faut le regarder. Je sais pas, vous connaissez certainement peut-être déjà? Pas du tout. Alors moi, il me semble avoir vu sur Netflix. Je me demande si je l'ai pas mis dans ma liste de choses à regarder sur Netflix, mais j'ai pas encore regardé un seul épisode. Mais c'est dispo ça, sur Netflix, non? Bah, c'est Oui. une série HBO, donc déjà, je pense que C'est oui. HBO, et effectivement, c'est dispo sur Netflix. Des mêmes producteurs, et j'irais peut-être même dire jusqu'à certains scénaristes, j'ai un doute, mais il y avait eu toute la série de The Wire. Vous avez peut-être déjà entendu parler, Oui. qui est pour moi vraiment le summum en termes d'écriture, de jeu d'acteur. Vraiment, c'est quelque chose que j'affectionne. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais bon, il y a des choses dans la réalisation, en tout cas, qui sont assez similaires, avec beaucoup de personnages dont on suit la vie. Ces personnages se rencontrent ou pas forcément d'ailleurs, mais voilà, j'aime bien un peu ces portraits, ces gueules, si je peux dire, un peu là, qui sont décrites à travers cette série, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc Trémé, Treme, qui est donc le nom de ce fameux quartier au nord du quartier français dans la Nouvelle-Orléans, et qui est vraiment vraiment sympa à regarder et du coup à écouter. Voilà. Ok, très bien. On enchaîne? Allez, on enchaîne. Xavier, Xavier, on reprend sur tu nous Xavier? parles de quelque chose d'autre? Alors, moi, je proposais un petit agenda du geek en vacances Ah, parce que je suis tombé par hasard sur quelques dates et j'étais assez stupéfait de voir que en plein mois de juillet, il y avait des manifestations aussi prestigieuses. Donc, notamment, j'ai vu que du 5 au 11 juillet à Montpellier, il y avait les 15e rencontres mondiales du logiciel libre. Vous allez dire, je pense qu'à ça. Mais, alors, avec la venue de Richard Stallman, notamment, le 6 juillet. Donc, il me semble que c'est un événement d'envergure. ouais. Ça se passe à Montpellier. Dans la foulée, à la même date, il y a l'Open Data Week qui se passe, donc c'est un événement conjoint. On reste dans l'open source, c'est bien. Voilà. Après j'ai vu également, pour les gens qui seront en vacances à Nantes, près de Nantes, il va y avoir le Summer Lab. Ça s'appelle Summer Lab Nantes 2014. C'est quoi Summer Lab? Ben, un Summer Lab, c'est encore une fois dans la plus pure tradition du libre, c'est-à-dire créer un événement pour que des gens se rencontrent, développer des opportunités pour travailler en collaboration,
de façon interdisciplinaire, c'est-à-dire créateurs, chercheurs, activistes, dans un cadre qui favorise évidemment la coopération et les échanges qui se veulent le plus ouverts possible. Donc, actuellement, on parle beaucoup d'imprimantes 3D, Ouais. qui là aussi viennent un petit peu bouleverser le modèle de fabrication traditionnel. Il y a plein d'autres initiatives et je pense que c'est l'objectif d'une rencontre comme celle-ci. Donc ça, c'est à Nantes, 7 au 11 juillet. Après, j'ai vu quelque chose également en Espagne cette fois, à Barcelone. Ce sont les 10e FabVille Symposium. C'est à la fois une conférence et un festival estival. Bah, là aussi autour des Fab Labs. Des Fab Labs, ouais. Donc les laboratoires. Labo de fabrication collaboratif, on va dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, j'étais vraiment sidéré de voir qu'il puisse y avoir des événements aussi importants à des dates quand même où d'ordinaire il se passe peu de choses. Voilà. D'accord. Ok. Alors, les liens sont disponibles. Ouais, je les mettrai dans les notes de l'émission, de toute façon, tout ce qu'elle dit. Non, c'est une bonne idée, c'est vrai. Et tu as déjà assisté à ce genre de rencontres comme ça parce que effectivement, moi j'avais déjà entendu parler d'événements, mais j'y suis jamais allé. C'est une ambiance comment très sympa. Alors, moi je suis donc de Toulon et on a Marseille pas loin. À Marseille, il y a la Friche Belle de Mai qui est comment qualifier? Déjà, ici, il fait beaucoup de choses. C'est un centre de production audiovisuelle, c'est un centre d'art, c'est une école également, et puis ce sont quelques startups dans le domaine des logiciels, du jeu également. Donc tout ça, ça s'est fait pour ce qui est de Marseille, ça s'est fait dans des anciens locaux industriels qui ont été réhabilités. Donc il y a un côté à la fois très ancien et très high-tech. Et pour avoir participé effectivement à un Fab Lab de ce type, je dirais que c'est un colloque. Hein. Évidemment, c'est beaucoup moins formel que ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'arriver avec des idées, de rencontrer des gens dans l'objectif de créer une synergie, enfin de dynamiser un projet. Voilà, donc les acteurs qui participent, les personnes qui viennent dans ces Fab Labs ont tous la même idéologie d'une production qui serait réalisée dans ce contexte à la fois de participatif et de mise en commun des compétences, idées, ouais. voilà. Et des compétences de C'est chacun. vrai que c'est à la fois informel, mais sur le plan de la matière grise, comment dire, c'est intense, quoi. Voilà. C'est bien, tu nous fais bosser pendant les vacances, c'est bien ça. J'espère Vas-y. prochainement avoir un bouquin vraiment plus un peu moins ouais. Voilà, vous m'avez compris. Je t'ai coupé l'herbe sur le pied là. Allez, on enchaîne. Je mettrai les liens de toute façon de toutes ces manifestations dans les notes de l'émission. Qui enchaîne? Sébastien, ouais. Ouais, d'accord, je vais. Donc je vais vous conseiller les cahiers de vacances. Non, quand même pas.
Je suis à la recherche des passeports. CM2, Non, CM. pour se détendre, un truc qui est sympa l'été. Alors moi, je fais pas mal de camping. Quand il pleut, bah, t'es un peu enfermé. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de société. Et je vais recommander un jeu de société que je connais depuis plusieurs années, qui s'appelait à l'origine Wanted et qui s'appelle maintenant Bang. Alors, c'est un jeu de cow-boy et pas ouais, s'il y a un peu d'indien aussi dedans. Mais le principe est très simple, ça se joue à partir de 3 joueurs, mais c'est vraiment sympa à 5. Et chaque joueur va avoir un rôle précis. Il va y avoir un shérif, il va y avoir des hors-la-loi, il va y avoir un shérif adjoint et il va y avoir un renégat. Et chacun de ces personnages va avoir des buts, des objectifs différents. Et un peu comme au loup-garou, vous ne connaissez pas les rôles des autres personnages. Et donc, en fonction de la façon dont il joue, vous devez essayer de voir si c'est plutôt un ennemi ou plutôt un allié. Donc, ce jeu, en fait, donc c'est un jeu de cow-boy. Et pour éliminer vos adversaires, ou du moins ceux que vous supposez être vos adversaires, eh bien, vous allez tirer avec des cartes qui vont faire perdre des points de vie aux autres. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, au fur et à mesure qu'un personnage approche du cercueil, quand il va commencer à mourir, il va essayer de sauver sa peau en disant mais non, mais arrête, je suis l'adjoint, ou au contraire, je suis renégat, je vais t'aider à tuer les autres personnages. Donc c'est vraiment très drôle à jouer. Donc les rôles, comme ça, le shérif lui doit éliminer tous les hors-la-loi. L'adjoint doit faire tout ce qu'il peut pour que le shérif gagne. Les hors-la-loi doivent tuer le shérif et le renégat doit abattre le shérif en duel à la fin, face à face. Et donc à partir de ces équations-là, eh bien, vous faites une partie de 10 à 30 minutes à peu près. Donc c'est un jeu italien qui a été créé par Emiliano Sciarra et illustré par Alex Pierangelini. Il est distribué par Asmodée en France, sous une petite édition en forme de cercueil. Il y a 2 extensions qui sont sorties, qu'on peut avoir avec le jeu, qui peuvent soit ralentir, soit accélérer un peu le jeu. Voilà, un petit jeu à jouer en famille à partir quand même de, je dirais, à partir de 8 ans, ça doit pouvoir commencer à se jouer, quoi. D'accord, c'est que des cartes, hein, c'est ça? Il n'y a pas de plateau. C'est que des cartes, pas de D'accord. plateau. Vous avez vos cartes en main et puis vous distribuez les bastos à tour de bras D'accord. autour de la table pour éliminer ceux que vous pensez être vos adversaires. D'accord, d'accord. Bon, après pour le trouver, tu l'avais trouvé où toi, ça? Parce que c'est pas évident, ça, Alors, sur le net, moi, non, ouais. on me l'a offert, mais en général, en général chez Philibert, vous trouvez à peu près tous ces jeux-là. D'accord. Et il y a aussi ah oui, non, oui, ça c'est dans les petites boutiques de jeux, tu sais, les jouets Ah, club, d'accord, ouais. Ouais, d'accord. tous ces trucs-là, vous pouvez normalement les trouver. Et D'accord. moi, il y a ma boutique préférée à Lille, tant qu'à faire, on va en parler, qui s'appelle Rocambole, où vraiment là, les vendeurs connaissent très très bien tout ce qui se fait en jeu de société et vous donnent des super conseils. D'accord. Eh ben, très bien. Mais sinon, hein, sur le net, ça doit bien se trouver, ça. Ouais, avec Philibert sans problème. Ils font même la livraison à l'étranger. D'accord, très bien. Bon, mais ça va être à moi parce que je vois que on a toujours perdu un, on en perd un de temps en temps. Après série, moi j'ai parlé musique. J'ai parlé d'un groupe qui s'appelle Pixies, je sais pas, qui est assez connu. C'est un groupe des années au départ 80, hein, si je prends. C'est un groupe qui a été qui s'est des années 86 jusqu'à 93. C'est un groupe qui s'est séparé et qui s'est reformé en 2004. Et c'est pour ça que j'en parle et qui a ressorti un nouvel album. Pixies, c'est un groupe qui vient de Boston, donc aux États-Unis, qui est toute la mouvance rock alternatif. Je sais que des groupes ont beaucoup cité ce groupe-là, style Nirvana, qui a beaucoup qui a cité comme influence les Pixies. C'est un groupe qui a bercé un peu toute mon adolescence.
Et ces quatre personnes, ces trois, Francis Black, qui est le chanteur, qui a écrit tous les textes et toutes les musiques, et Kim Deal, qui est la bassiste, qui faisait les chœurs. Kim Deal a été aussi chanteuse des Breeders, par exemple, si vous connaissez aussi. Euh, et donc ils se sont reformés. Alors moi, il y a quatre albums qui restent indémodables, qui sont sortis en 88, 89, 90, 91, qui étaient Surfer Rosa, Doolittle, Bossa Nova, Trompe le Monde. Ils se sont séparés parce que bon, ça allait pas trop justement entre ces deux personnages assez forts. Et ils se sont reformés en 2005 et ils ont ressorti un album. Là, ils avaient fait une petite tournée. Alors, tu sais, c'est un peu les papis. Vous savez, c'est un peu, on les appelle souvent les papis du rock. Un peu, hein, tous les groupes se sont reformés. J'en parle parce que, alors l'album il s'appelle Indie Cindy. Il est sorti en 2014 sur leur propre label, hein, qui s'appelle Pixies Music. On le trouve facilement sur iTunes. On reste dans la mouvance des Pixies, on retrouve cette musique qui est du rock alternatif, mais très mélodique, avec il a une voix très particulière, Francis Black. J'avais prévu de faire écouter quelque chose, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps. Euh, J'essaierai tout à l'heure. Donc voilà, rien de plus, c'est à écouter, c'est un bon album, c'est pas leur meilleur, ça permet de découvrir, pour ceux qui connaissaient pas ce groupe, la Pixies, où il y a beaucoup de groupes qui ont été influencés par ce groupe de quatre gars de Boston, et donc une nana, pardon. Et voilà, c'est vraiment un très bon groupe. Si vous avez l'occasion il y a une pub en ce moment qui utilise une de leur musique, et une pub de chez Apple, la musique c'est Gigantic. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Qu'on voit très souvent cette pub, et qui a repris un de leurs titres. Voilà, je le conseille. C'est un groupe vraiment de mon adolescence qui s'est reformé, qui a sorti un très bon album et qui permet de découvrir en fait toute la discographie de ce groupe-là. Ouais, ça, moi, je vais écouter. D'ailleurs, si je me souviens bien, le film Fight Club se termine Oui, sur la par, chanson Where is My tout à Mind? fait. Tout à fait. C'est là, alors, Euh, c'est vraiment une des plus connues aussi, All Is My Mind des Pixies. C'est vrai que c'est le générique de fin de Fight Club. Il mhm. y a aussi un autre film qui était, je sais plus, Pump Up quelque chose, qui a une chanson aussi qui s'appelle Wave of Mutilation aussi, qui est très connue aussi. Alors ça parle beaucoup, hein, si on regarde les textes, c'est quelqu'un qui est très branché ovni, science-fiction, extraterrestre aussi, hein. Beaucoup les textes tournent vachement là-dessus. Voilà. Et Ouais, sympa. J'étais complètement passé à côté de leur reformation et de leur nouvel album. Je vais aller regarder ça alors. voilà, et j'en profite puisqu'il y a pas Guillaume pour l'instant, on l'a perdu. On s'est amusé à faire une petite playlist sur Spotify pour ceux qui veulent. Vous allez sur Spotify, vous cherchez e-teachers, et on a fait une petite playlist de musique, et dont un morceau des Pixies que j'ai mis dedans. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens, hein, les liens de l'émission juste après. Voilà, alors je voulais faire écouter, mais peut-être que si j'ai un peu de temps, bon, tant pis, allez, ça marchera pas. Voilà. Bon, ça devait être à Guillaume pour parler de la suite. On l'a perdu. Est-ce que quelqu'un au pied levé peut le remplacer ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais? Ouais, ouais, moi j'ai des choses, hein. Allez, Euh, vas-y, enchaîne alors. Alors tu parlais de science-fiction parce que avec le chanteur qui était très branché OVNI science-fiction. Et ben là franchement je vais vous donner de la lecture pour les 5 prochaines vacances d'été Ah, bien. que vous allez avoir parce que et en plus c'est français, je vais vous proposer la plus grande série de science-fiction jamais écrite au monde avec la Compagnie des Glaces de Arnaud, qui s'écrit A-R-N-A-U-D. Alors, je crois que c'est Georges Jean Arnaud, qui était très connu pour des romans publiés chez Fleuve Noir, des trucs policiers, etc. Et donc, il a écrit La Compagnie des Glaces entre 1980 et 92. Et donc, c'est un peu un monde post-apocalyptique où, après avoir explosé, la Lune a recouvert l'atmosphère de la Terre de cendres, enfin de ce qu'on pourrait dire de morceaux de lune un petit peu, et on entre dans une période d'ère glaciaire.
Et dans cette période d'ère glaciaire où tout gèle, tout congèle comme ça, ce sont les compagnies ferroviaires qui prennent le dessus. Et donc tout le monde se déplace en train parce que il fait vraiment trop froid. Et toutes les villes sont en fait des stations de train. Et donc il y a plusieurs grandes compagnies ferroviaires qui se livrent une bataille un peu façon guerre froide, avec une compagnie américaine, une compagnie qui se retrouve plutôt sur les emplacements de l'ancien bloc soviétique. Et donc, dans ce monde, on va suivre les aventures d'un glaciologue qui s'appelle Lin Rag et qui va passer d'une compagnie à l'autre. Il va rencontrer des gens, et puis il y a aussi toute une mythologie avec des créatures qui sont apparues, qu'on appelle des hommes roux, qui sont des hommes qui peuvent vivre dans le froid et qui ne peuvent pas vivre dans le chaud. Et on ne sait pas trop s'ils sont le fruit d'expériences d'un scientifique devenu un peu fou, ou si c'est une évolution un peu de l'homme, et ils sont considérés un peu comme des bêtes, comme des esclaves. Ils nettoient les vitrines, les dômes des stations ferroviaires contre un peu de nourriture qui récupèrent dans les poubelles. Et alors c'est très complexe, hein, parce que je vous parle d'une série qui se passe en 62 tomes. Moi j'en suis au tome 15 pour l'instant. Et tous les étés je relis, je relis pas, sinon j'aurais pas fini, mais j'avance un peu dans les tomes comme ça. Et là j'espère bien me replonger là-dedans cet été. Alors ça c'est un premier cycle, hein, les 62 livres dont je vous parle. Et il a ensuite écrit entre 2001 et 2005 un autre cycle de la Compagnie des Glaces, qui est un peu plus petit cette fois, mais qui est tout aussi grand. Ça se lit très facilement. Alors là, sur la plage, c'est facile, c'est bien écrit. C'est des petits romans de 150, 160 pages. Ça se lit très bien. C'est vraiment, enfin, c'est pas le style littéraire qui est extraordinaire, mais plutôt les ressorts scénaristiques qui sont intéressants. La façon dont les différents personnages se rencontrent, le monde, l'ampleur qu'il prend, parce qu'au départ, il passe pas tout son temps à vous expliquer la géopolitique ou à perdre beaucoup de temps, un peu comme on pouvait l'avoir dans Le Seigneur des Anneaux, où quand même les 100 premières pages, on s'ennuie un petit peu avec la comté, on nous explique l'organisation, etc. Pas du tout, là vous rentrez vite dans le monde. On est avec ce glaciologue, et puis il commence à avoir des interactions, et via ces interactions avec les autres personnages plus ou moins importants des stations ferroviaires, on commence à comprendre le monde et le rôle qu'il va jouer dedans. C'est vraiment très très bien. Je pense que ça vaut le coup de pouvoir regarder ça. Alors c'est un peu difficile à trouver parce que je crois qu'il n'y a pas eu tellement les droits pour des éditions électroniques, mais dans les bibliothèques de camping ou sur les braderies que vous pouvez voir dans les villages, eh ben vous trouverez toujours quelques volumes un petit peu de la Compagnie des Glaces qui a eu quand même un bon succès. C'est vraiment quelque chose qui se suit, ou tu peux prendre n'importe quel Ah tome? non, ça se suit, hein, ça se suit. Ah, il faut bien trouver le numéro 1 alors. D'accord. Ah ouais, il faut commencer par le numéro 1, ouais, tout à fait. D'accord. Bon. Très bien. Mais Ouais, c'est ok, vraiment non, chouette. bon, je connaissais pas. J'ai vu que il y avait une série qui avait été adaptée de la Compagnie des Glaces, justement. Ah oui, alors fou là là, alors c'est vrai qu'il y a eu une bande dessinée, une série. Alors la série, moi j'ai regardé un petit peu, vraiment je vous la déconseille. La BD je connaissais pas du tout, D'accord. et moi j'ai découvert ça par une adaptation jeu de rôle, puisque je faisais pas mal de jeux de rôle, et j'avais ce jeu de la Compagnie des Glaces, pas facile à jouer, hein, un peu comme un Star Wars en jeu de rôle. C'est toujours un peu compliqué d'avoir un monde qui se passe que dans des trains ou des vaisseaux. Donc, Ouais. mais non, c'est vraiment je pense le roman enfin les romans D'accord. qui sont à retenir. Ouais. Très bien. Ben merci. Mais de rien. Xavier, tu as quelque chose Non, moi j'ai rien. fini? Bon. Désolé. Allez, moi j'ai un petit dernier pour finir, ça va être rapide, ça va être un bouquin aussi. On va rester. Ça s'appelle Le Puits des Mémoires. C'est un Oui. bouquin français. Ouais, tu connais? Tu l'as lu peut-être, non? Non, j'ai pas lu justement, et j'en ai beaucoup entendu parler, et Ouais, je j'ai vais découvert essayer ça. de l'acheter, ouais. Alors c'est une trilogie. Hein, c'est une trilogie de Gabrielle Katz, donc française. Hein.
Alors ça parle de quoi? Le premier c'est la traque, le deuxième c'est je sais plus, le fils de la lune, et le troisième c'est les terres de cristal. Ça parle de trois personnages qui sont. Le pitch commence comme ça. Ils se réveillent, ils sont sortis d'un genre de cage. Tout autour, toutes les personnes sont mortes et ils savent pas qui ils sont. Voilà comment ça commence. Et ils essayent, en fait, ils découvrent, ils sont dans un royaume un petit peu imaginaire, un peu à la Heroic Fantasy. Trois personnages qui vont essayer de découvrir qui ils sont, ils vont voir qu'ils vont avoir chacun des pouvoirs. Et on va avoir ce qu'on appelle les cavaliers de cristal qui vont venir à leur poursuite. On va découvrir ce que c'est. Je ne vais pas trop en dire plus sur ces cavaliers-là. Voilà, c'est vraiment un roman d'Heroic Fantasy qui se lit très facilement. Hein. Quoi dire d'autre? En fait, si j'en dis trop, je casse tout je spoil beaucoup si j'en dis trop. Ces trois personnages, on va suivre ces trois personnages qui vont être ensemble à un moment, qui vont se séparer à certains moments. On va découvrir un peu plus sur chaque personnage, certains ont des pouvoirs, certains vont venir d'autres pays. Voilà, si je veux pas trop dévoiler, je peux pas en dire plus. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est quelque chose qui se lit très 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 facilement. Et si vous aimez un peu le style fantastique, héroïque et fantasy, on retrouve un petit peu des personnages à la Seigneur des Anneaux. Voilà. Voilà, donc les plus des mémoires de Gabriel Katz. Ouais, et moi j'avais entendu l'auteur dans plusieurs émissions, parce il a participé à quelques podcasts. Et ce qui est intéressant, donc ce livre est issu d'une partie de jeu de rôle qu'il a fait aussi quand il était plus jeune. Il a écrit ça. Alors il a été nègre pour pas mal de monde. Et je suis vraiment impatient de le lire aussi. Mais je vais pousser un petit coup de gueule et ça va faire plaisir à Xavier. Parce que j'ai essayé d'acheter ce livre en format électronique. Je me suis dit, je vais pas aller sur iTunes parce que fatalement, je ne pourrais pas le lire sur autre chose qu'un iPad, et moi, j'ai pas d'iPad. Donc, je voulais le lire sur une liseuse électronique que j'ai là. Donc, j'ai cherché cette version électronique qui existe, et j'ai voulu aller sur Numilog, qui est un site qui vend des livres, la plupart sans DRM. Et ben là, je me suis retrouvé comme un con avec tout simplement le fait de ne pas pouvoir acheter parce que je ne réside pas en France et donc ma carte bleue n'est pas française, et donc je ne pouvais pas acheter ce livre qui était pourtant là disponible devant mes yeux, tout simplement parce que les éditeurs, parce qu'en fait j'ai écrit à Numilog sur Twitter, je leur ai dit mais pourquoi, bon sang, pourquoi vous me faites ça? Et ils m'ont dit que c'est tout simplement les éditeurs qui apparemment veulent respecter les droits de certains pays. Alors je ne sais pas si c'est la faute des éditeurs, si c'est la faute des États-Unis qui sont un peu protectionnistes dans le monde de l'édition, mais toujours est-il que comme contre-fonctionnalité, le fait de bloquer l'achat possible d'un support électronique, ça devient quand même très ridicule. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. J'achète un livre français écrit par un Français, je vais pas concurrencer les auteurs américains, ça va quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est dingue. Bon, après, calmer, quoi. Il faut j'aimerais juste savoir si, dans le cas inverse, si c'est possible ou si les Américains ont les mêmes problèmes. Je pense pas que ce soit le cas dans les deux sens. Alors moi, je profite. Ouais, mais ça existe quand même ce système-là sur les films, les séries, etc. quand même, oui. Oui, sur les films, bien sûr, ouais, par rapport au droit d'auteur toujours. Voilà. Bon. J'ai un petit coup de gueule aussi, puisqu'on y est. Vas-y, profite. Je viens d'apprendre que Place de la Toile sur très bonne émission. Culture c'était la dernière, là, la semaine dernière. Donc, il faut croire qu'il n'y avait pas suffisamment d'audience. Et c'est bien regrettable parce que c'était une des rares émissions, sinon la seule émission, à parler de l'Internet sous un angle ni technophobe ni technophile, mais juste qu'il fallait, en faisant toujours venir des personnes dignes d'intérêt. Enfin bon. Et donc, j'ai été assez stupéfait d'apprendre ça, je pense. C'est vrai, je savais pas. Ouais. Non, c'est une très bonne émission que je suivais quand je téléchargeais. Place de la Toile n'est plus.
Bon, quelque chose que j'écoutais souvent en podcast, ouais. Place de Moi la aussi. Tourelle. Ouais, 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 moi aussi. très, très Ouais, bonne moi émission. aussi, je podcastais pas mal. Mais il y a un gros ménage, j'ai l'impression, du côté de chez Radio France. Avec, j'ai cru voir aussi que l'émission de là-bas, si j'y suis, s'arrêtait, euh, qui est D'accord. plus là sur France Inter. Donc, on va voir. D'accord. Hein. Bon. C'est vrai que c'était l'époque à laquelle ils préparent tous la rentrée et des concepts un peu plus innovants peut-être. Enfin, voilà. En tout cas, Maintenant, c'est il faut regrettable. voir, il y a quelques fois comme ça des émissions de radio qui sont plus diffusées sur les ondes, mais que les radios ont continué à diffuser en podcast. Là, je pense pas que ce sera le cas, Oui, hein, mais je pense je à... pense par exemple à De quoi je me mail, hein, qui ouais, était j'allais diffusé venir sur le avant même. sur Ouais. Mm. ouais, diffusé sur les ondes. Ils ont arrêté d'être diffusés sur les ondes, mais Ça François continue en Sorel podcast. continue son Mm. podcast. Ouais. Ah ouais. Ça peut Que je vous être, conseille aussi, hein, qui est très sympa aussi, hein. Ouais. ouais. D'accord. Eh bien, très bien. Bon, on a peut-être fait le tour. On a perdu Guillaume pour les 2 derniers épisodes et il m'a fait ce coup-là, hein. Voilà. Il est parti en vacances. C'est pour ça. Bah, il est déjà parti en vacances. Il était, je sais pas, c'était l'apéro de fin d'année, donc voilà. En tout cas, je vous remercie vivement tous les deux, hein, de Xavier et Sébastien d'avoir participé à cette dernière émission. On se retrouvera normalement, nous, fin août, je pense, pour une émission. On se reverra une émission un petit peu spéciale, je pense. On devrait être en direct de Cyberlang, logiquement, pour la reprise, justement consacrée au FLE, Cyberlang. Je sais. Moi, je pourrais pas, je pense que je pourrais pas y être, Je crois mais qu'il y a une collègue à ça toi pourrait. qui y sera, je crois. Ah bah forcément, Ouais. il doit bien y avoir. Je crois qu'il y a même peut-être deux collègues à moi ouais, Ouais. qui y seront. Qui devrait y être. Donc on devrait être en direct de Cyberlang, logiquement. Ça se passe fin août, je crois. Donc on se retrouvera là. Bah merci de nous avoir suivis. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des idées, des choses qui vont, des choses qui vont pas. Ce serait bien. On va essayer de changer un petit peu les choses à la rentrée. On verra, on va faire quelques nouveautés, etc. Voilà, si Xavier, si on veut te retrouver, c'est quoi le mieux Twitter, pour te contacter? Twitter, donc tu peux nous rappeler ton Avirex. donc avis et vas-y. AVI Rex. Et D'accord. c'est ce qui apparaît sur mon Le petit. tiret, ouais. N'oublie pas qu'en audio, on est souvent écouté en audio, c'est pour ça que je te fais D'accord. répéter. Sébastien? D'accord. Ouais, alors moi sur le cuir et les clous mapassion.com, non, évidemment non. Euh, Très bon non, site, moi je vous recommande. non, moi, vous pouvez me retrouver sur art du fleu, art au pluriel, du fleu, FLE.net. Et là-dessus, eh bien, vous retrouverez tous les contacts si vous voulez me contacter. Voilà, je suis pas un très bon communicant puisque je passe d'un réseau à l'autre en fonction de mes humeurs. Donc de temps en temps, je fais vivre Twitter, de temps en temps Google+, de temps en temps Facebook. Ça dépend de mon humeur, quoi. D'accord. Très bien. Mais je tiens à rendre hommage quand même à eTeacher parce que franchement vous avez fait déjà une super bonne année. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'ai appris plein de trucs, j'ai complété mes outils pour pas cher, voire même gratuitement la plupart du temps. Et puis franchement vous reculez pas devant les défis techniques. Et là en vous mettant sur un événement grand public en live, quelle pugnacité quoi. Bravo, j'admire le courage. Moi, je reste prudent dans ma cave avec mon micro, et puis derrière, je peux remonter tranquillement. Bravo en tout cas pour les lives et tout ça, c'est une chouette initiative. Bon, merci à toi en tout cas. Merci à toi. Voilà, bah, je sais plus quoi dire. Il m'a tellement passé de la pommade là que je sais plus. Voilà, merci et bonnes vacances à tous et à fin août. Au revoir.